Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. L'Italie finit première de son groupe après sa victoire face au Pays de Galles 1-0, but de Pessina à la 39e minute. Pessina qui reprend du droit un coup franc de Verratti. À mes côtés ce soir, Superlio, Roland et Aristide. Salut à vous. Salut. Salut. Superlio, peut-être un peu moins d'intensité de la barre de la nationale et ce soir, mais contrat rempli, grand chelem, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, hein. C'est la première fois depuis l'Euro 2000 que l'Italie fait le maximum de points au premier tour, même la seconde fois de l'histoire. La première fois, c'était en 90. Toujours pas de but encaissé. Bon, comme tu l'as dit, l'intensité n'était pas très forte sur ce match-là, contrairement aux deux autres. Il y a eu beaucoup de gestion de match, peut-être même trop. Et n'oublions pas que Mancini a changé 8 joueurs. Donc, trop de gestion et quelques petites frayeurs inutiles avec l'occasion de Bale en fin de match. Oui, énorme occasion pour Bale, seul au deuxième poteau qui manque complètement sa reprise à la 75e. Il y a eu également une erreur défensive d'Acerbi devant Ramsey à la 54e. Et puis il y a eu une tête de Gunther à côté à la 27e. Gunther, je crois qu'on prononce. Roland, finalement, ce soir, il y a deux questions qui demeurent. La première, c'est comment vendre Çalhanoğlu. Et la deuxième, c'est qui choisir entre Verratti et Locatelli. Qu'as-tu pensé de ce match? Eh bien, écoute, bon, c'était pas le match le plus flamboyant de cette phase de poule. De toute façon, Mancini avait fait le choix de faire tourner et c'était, je pense, un choix judicieux. Il l'a fait à raison. Le match a finalement été assez tranquille. On a bien été aidé aussi en début de deuxième période par l'expulsion rapide du joueur gallois dont j'ai oublié le nom. Suite à une grosse faute sur Bernardeschi. Ampadu à la Euh, 56e. Effectivement, voilà, merci. Donc finalement, pas un grand match, pas grand chose à dire. J'ai bien aimé effectivement le retour de Verratti pour répondre un peu plus à ta question. C'était le débat qu'on avait l'autre jour, hein, savoir comment faire au retour de Verratti, sachant que Locatelli a maintenant une place assez importante dans ce milieu de terrain-là. Il évolue en plus dans un autre registre, hein, que Verratti. Mais en même temps, Verratti, c'est quand même l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif, qui a l'habitude des gros matchs. Donc, effectivement, le débat reste ouvert, mais je pense que de toute façon, dans l'esprit de Mancini, c'est assez clair que si Verratti est en forme, Verratti sera dans le 11 de départ, sachant que dans le milieu à 3, euh, Jorginho et Barella sont évidemment intouchables et je pense qu'on a déjà le trio du milieu de terrain qui sera aidé en plus de ça par Locatelli potentiellement. Donc finalement match assez tranquille. 3 victoires en 3 matchs. C'est l'essentiel. Donc je pense que là on ne peut qu'être satisfait pour un retour de l'Italie dans une grande compétition. Aristide, c'est vrai que ce fut l'occasion pour les remplaçants, dont Verratti, mais aussi Chiesa et d'autres, hein, comme Pessina qui appartient au Milan, on le rappelle. Et bien également d'ailleurs Sirigu qui est entré en jeu. Alors ça c'est phénoménal, faire rentrer Sirigu comme ça juste à la fin, de se mettre en évidence. Bon, si on accepte cette fameuse occasion de Bale, l'Italie s'est pas beaucoup fait peur aujourd'hui. Non, on ne s'est pas fait peur. Effectivement, l'occasion de Bale et puis la semi-occasion de Ramsey sur la perte de balle d'Acerbi à la 53e. À part ça, je trouve que les remplaçants ont en effet fait leur match. J'ai pas trouvé, je vous avoue que j'ai pas trouvé le Pays de Galles très impressionnant ce soir. Mais voilà, c'est peut-être le match le moins impressionnant des trois par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Mais ça a permis quand même déjà d'avoir un clean sheet, ce qui est toujours très intéressant quand même de faire rentrer des joueurs comme Bastoni ou Acerbi suite à la blessure de Chiellini. Comme ça permettra à ces deux joueurs, surtout Bastoni, de se mettre en évidence pendant cette compétition et de prendre un peu de confiance avant d'affronter peut-être une équipe d'un autre calibre. Donc non, j'ai beaucoup aimé ce match dans le sens où j'ai trouvé encore beaucoup de maîtrise pour ma part des Italiens. J'ai trouvé des remplaçants très concernés, j'ai trouvé une équipe soudée. Ça permet de rassurer un peu ces remplaçants ou ces joueurs qui jouent un peu moins et de les mettre vraiment dans le groupe et dans la compétition. Donc non, je trouve que tous les voyants sont au vert. Et on va rappeler que l'Italie n'était pas obligée de remporter son match pour finir leader de son groupe. Donc ça peut expliquer aussi peut-être l'impressing un petit peu moins fort, un petit peu moins imprimé, un petit peu moins marqué que lors des deux premières rencontres. On passe peut-être directement aux récompenses individuelles parce que sur ce match, je suis pas certain qu'il y ait énormément de choses à ajouter. Superlio, quel est ton homme du match ce soir? Enfin, pour moi, c'est Jorginho, hein, indispensable au milieu de terrain et qui, pour l'instant, sur ce que je vois du début de compétition, s'affirme comme l'un des meilleurs milieux de terrain du tournoi. En pleine bourre, beaucoup de passes très importantes, un placement toujours intelligent et toujours là pour dépanner
en défense au cas où, hein, comme sur l'occasion de Ramsey où c'est lui qui arrive et qui reprend la balle. Donc un match de très haut niveau de Jorginho est indispensable. Et on n'a pas toujours dit ça à son sujet, Roland. Non, c'est vrai que Jorginho, moi j'ai longtemps vu un joueur différent de ce qu'on pouvait voir en club, et c'était le cas pour tout le monde. Je crois que l'analyse était partagée. Mais effectivement, cette saison peut-être son titre avec Chelsea en Ligue des Champions, mais on voit un autre joueur national et c'est tout bénef pour nous. Donc oui, aussi pour moi ce soir, je mettrai Jorginho en joueur du match, même si le retour de Verratti a été hyper intéressant. Et on a l'impression que Verratti n'était même pas de retour blessure, tellement il jouait facile. Donc voilà, c'était ces deux noms-là qui me venaient, mais effectivement, Jorginho est sur sa lancée et se montre vraiment comme un patron au milieu de terrain, et on le voyait beaucoup parler avec ses coéquipiers, donner des indications, se rendre disponible, enfin dans la lignée de ce qu'il faisait d'habitude, donc très satisfaisant et vivement la suite. Verratti qui a joué tout le match, ça aurait pu surprendre ça, hein. Peut-être on aurait pu C'est vrai. imaginer qu'il fut remplacé un peu plus tard, mais il a tenu le coup, et avec quel brio, Aristide, as-tu un autre homme du match à proposer? Non, je pense que Jorginho est tout trouvé. C'est vrai que Verratti a été intéressant. Je suis souvent le premier à critiquer ses performances pour la Squadra Azzurra, mais j'ai bien aimé en effet Verratti, mais j'ai bien aussi aimé Jorginho. Je trouve qu'il a été très sobre. Effectivement, je l'ai souvent critiqué en équipe, enfin nationale aussi Jorginho, mais je trouve qu'il a récupéré bon nombre de ballons, notamment à la 23e. Il fait une super des dribbles dans la surface et il se débarrasse du défenseur adverse à la 67e. Non, j'ai trouvé très sobre. Quant à Verratti, à voir quand même si effectivement il a joué tout le match face à des adversaires un peu plus physiques, qui pressent un peu plus, ce que ça donnera. Je trouve que Locatelli disons un pion à jouer là-dessus que je trouve plus physique avec un volume de jeu plus important. Superio, quelle est ta bonne surprise? Ma bonne surprise, c'était Pessina, hein, le joueur qu'on n'attendait pas, hein, qui a été convoqué en raison de l'absence de Sensi, hein, si ma mémoire est bonne, et qui fait un bon match et qui T'es sûr que c'est pas bonne Castrovilli qui était convoqué à la place ça de c'est pour Sensi? ça c'est pour Pellegrini, il me semble. Ah, tu as raison. Autant pour moi. Non, mais j'ai trouvé le match de Pessina très très propre, une des belles projections, notamment sur le coup de pied arrêté qui était très bien joué. Pour moi, ça a été la bonne surprise. Roland. Oui, j'aurais pu citer Pessina, mais moi j'ai bien aimé en dehors de ça le match de Bastoni, qui n'a pas été irréprochable, on l'a qui a fait beaucoup de fautes, mais on n'a pas vu Gareth Bale du match, notamment parce qu'il avait Bastoni au marquage, qui lui a pas lâché le slip une seule fois, si on peut dire. Donc j'ai bien aimé sa rentrée, effectivement, malgré toute, comment dire, même si j'aime beaucoup Acerbi, c'est vrai que je pense que Bastoni devrait être le premier remplaçant dans la charnière centrale, si ce n'est titulaire rapidement, peut-être pour la prochaine Coupe du Monde. Mais j'ai beaucoup aimé son match et son investissement, et même si c'était sa première grande compétition, on l'a pas vu hésitant, il n'a pas hésité à aller au charbon, à mettre des coups aussi. Donc moi j'ai bien aimé son match. Aristide. Bastoni pas mal, oui. Alors je pense qu'il aurait pu mériter un carton jaune. Je sais pas s'il l'a eu finalement, mais je crois pas qu'il l'ait eu, alors que honnêtement. Non, il l'a pas eu. Le Non, seul, il c'est a- Ah, il Pessina. l'a pas eu. D'accord, bah je pense qu'il s'en est bien tiré parce que c'est Pessina, vrai qu'il a d'ailleurs, fait quand même. premier carton jaune italien de l'Euro, au bout de 3 Ouais. matchs. Ouais, complètement, effectivement, Philippe Jeunin le rappelait. Mais je pense que honnêtement, Bastoni, il aurait pu avoir un carton jaune parce que 2-3 fois il défend sur Bale en mettant le coude en avant, mais bon, tant mieux pour nous. Sinon, la bonne surprise, moi j'ai. Alors, il a pas tout fait correct, enfin, pas tout fait parfaitement, disons, mais j'ai beaucoup aimé quand même le match de Chiesa. Sur son aile droite. Alors il était aussi à gauche un peu en début de match, puis à droite, donc il permutait un peu avec Bernardeschi. Et quelle Mais force voilà, de percussion, quoi. Je veux dire, on bah n'en a c'est pas beaucoup ça. des comme ça, hein. C'est vrai qu'il apporte quelque chose. J'ai rien contre Berardi, mais excusez-moi, Chiesa individuellement est beaucoup plus fort que Berardi. Bah je trouve aussi. Et ce qui est intéressant chez Chiesa, c'est que notamment, tu vois, en première mi-temps, il a pas touché énormément de ballons. Il était un peu plus à droite alors que le jeu penchait à gauche avec Verratti et Bernardeschi. Pourtant, le peu qui touchait de ballon, c'est lui qui était le plus dangereux de l'équipe en fait. Beaucoup de débordements, j'ai noté à la 13e minute, 28e minute, où en 1v1, il passe facilement.
Et même quand il est techniquement un peu moins juste dans ses crochets ou double contact ou autre, il a tellement, j'ai envie de dire, de physique et de vitesse et de hargne qu'il arrive quand même à récupérer et à passer l'épaule, quoi. Donc non, je l'ai trouvé quand même intéressant. Alors tout n'est pas parfait. Philippe Jeunin rappelait qu'il a quelques défauts, notamment avoir parfois un peu la tête dans le guidon et ne pas resservir correctement ses adversaires. C'est vrai, mais bon, ça, après, il s'améliorera avec l'âge, j'en ai aucun doute. Mais voilà, moi je le On trouve quand même rappelle qu'il a très 23 ans, intéressant. hein. Oui, complètement, complètement. Avec peut-être une ou deux grandes, enfin, disons deux, trois grandes saisons, quoi, parce qu'il a passé effectivement 2 saisons à la Fiorentina avant d'aller à la Juventus. Mais moi, je le trouve quand même très intéressant, plus complet que Berardi, et je pense qu'il a quand même marqué des points ce soir. Superio, un joueur t'a-t-il déçu? Non, pas vraiment. Alors, ça sera peut-être sévère, mais j'ai pas été rassuré par l'entrée d'Acerbi, notamment son erreur qui est un peu stupide, se faire piéger sur un rebond. Ça m'a un peu énervé sur le coup, donc j'aurais peut-être dit Acerbi et encore, il s'est bien rattrapé par la suite. Donc, c'est ce que j'aurais dit. Roland, qui est habituellement le plus critique d'entre nous, as-tu trouvé quelqu'un? Tu es en train de me faire une réputation entre le pessimisme et les critiques. Oh, Ça va c'est être compliqué à amical, qui gérer aime pour la bien suite. châtie bien. Bien sûr, bien sûr. Euh, Moi, je dois avouer que je suis quand même un peu déçu du match de Bellotti, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Et bon, il a peut-être pas été aidé par le profil de Chiesa qui a passé beaucoup de temps sur son côté, mais je l'ai pas trouvé dans le rythme. J'avais pas l'impression qu'il croyait beaucoup au ballon qu'on voulait lui transmettre. Donc ça m'a assez surpris venant de lui. Et je l'ai pas trouvé vraiment sous son meilleur jour. Et bon, c'est peut-être aussi un peu tiré sur l'ambulance, mais j'ai hésité avec Bernardeschi que j'ai trouvé encore très fade et sans relief. À l'image de son entrée lors du premier match, si je ne dis pas de bêtises, il était rentré en fin de rencontre et il avait tout raté. Là, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment peu intéressant et je me pose toujours beaucoup de questions sur sa présence dans le groupe de la Surtout avec nationale, Politano à la maison. d'autant plus, même si effectivement Politano a pour défaut d'avoir un physique assez fragile. Euh, Bernardeschi, j'ai vraiment du mal avec son évolution négative depuis son départ à la Juve. Euh, je sais pas, ça doit être les fameuses pilules des médecins de Turin, mais ce qu'il a pris en masse musculaire ou en masse tout court, il l'a complètement perdu dans son football. Et j'ai l'impression que ce match-là a encore été un match à l'image des autres de Bernardeschi avec l'équipe d'Italie ou même avec la Juve ces dernières années. Donc bon, il est là pour faire tourner. Il était là pour faire tourner. De toute façon, il était là pour faire le nombre. Donc il faut vraiment se limiter à ce rôle-là pour lui. Et j'espère que lorsqu'il y aura besoin de faire rentrer des joueurs offensifs, on pensera à Chiesa avant Bernardeschi. A noter juste qu'il touche le poteau sur un coup franc à la 53e. Et pour revenir sur Bellotti, c'est vrai qu'on l'a plus vu en fin de match. Il y a un centre de Chiesa à la 65e et la frappe de Bellotti est sortie par Ward. Et il y a une bonne frappe soudaine à la 88e quand même, mais sur le gardien toujours. Donc c'est vrai que Bellotti s'est pas vraiment mis en évidence. Ce soir, Aristip, une déception? C'est vrai, Bellotti, j'étais un peu déçu aussi du fait que je rejoins Roland là-dessus, qu'il n'ait pas cru à certains ballons qui paraissaient pourtant accessibles. Mais moi, ma vraie déception, alors c'est pas une grosse déception parce que tout le monde a plus ou moins fait son match ce soir, mais je vais encore tirer sur l'ambulance, sur l'ambulance, comme l'a dit Roland. Mais ouais, Bernardeschi, c'est compliqué. Footballistiquement parlant, je trouve que c'est beaucoup trop brouillon pour prétendre à jouer pour l'équipe nationale, tout simplement, du moins l'équipe italienne. Il peut faire de bonnes choses, il en a fait, des bonnes récupérations à la 24e. Effectivement, tu as souligné son poteau à la 53e minute. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de pertes de balles. Techniquement, c'est pas assez juste pour prétendre à faire quelque chose de bien dans cette équipe, quoi. Voilà, 31e perte de balles, une passe ratée à la 8e alors qu'elle est assez simple. Voilà, c'est un joueur, je sais pas trop ce qu'il fait là pour. Philippe Jeunin a souligné aujourd'hui qu'il avait quand même mis 0 but cette saison avec la Juve. Il n'a pas beaucoup joué, il a de moins en moins de temps de jeu. Ses saisons sont quand même de plus en plus mauvaises, alors qu'il était quand même assez prometteur, voire même bon il y a quelques années. J'avoue que j'ai encore du mal à expliquer ça. Enfin, que Mancini l'appelle, en fait, j'ai l'impression que ça commence à être plus par habitude qu'autre chose, parce qu'au niveau du terrain, j'ai l'impression qu'on peut trouver honnêtement une quinzaine de ailiers milieu offensifs de ce niveau-là en Italie. Passons Et aux italiens, axes. je veux dire. Passons aux accessites avec Superio. De qui souhaiterais-tu nous parler? Alors, pour ces accessibles, j'aurais cité Toloi, qui, mine de rien, a fait son match et peut dépanner en tant que latéral
défenseur central dans une défense à 3. J'avoue, quand je l'ai vu convoqué, j'ai cru revoir les fantômes de Paletta de 2014. Hein, souvenez-vous de cet Italo-brésilien convoqué par Prandelli en début d'année 2014, qui n'a eu que 3 sélections, aura participé au mondial 2014, mais assez catastrophique contre l'Angleterre lors de sa seule titularisation. Là, j'ai trouvé un Toloi appliqué, très bon au niveau du marquage et une relance qui était correcte. Hein, dans la lignée de ce qu'il avait fait contre les Suisses. N'oubliez pas que c'est lui qui récupère le ballon pour immobilier à la fin du match. Donc, je ne serais pas surpris s'il était titularisé dans la compétition à un certain moment. Roland. Pas spécialement de nom qui me vient immédiatement. Peut-être juste une surprise entre guillemets avec ce changement là en fin de match de Sirigu qui rentre pour faire sortir Donnarumma. J'ai pas trop compris parce que je crois pas avoir vu Donnarumma blessé. Il est pas sorti en faisant la tête comme s'il était blessé. Donc j'ai pas trop compris la manœuvre. J'ai pas trouvé ça hyper forcément Peut-être que pertinent. Mancini a voulu rendre son équipe plus respectable. Oui, bah alors à ce moment-là, il aurait fallu mettre Sirigu titulaire d'entrée. Ou sinon, alors je me dis c'était peut-être pour protéger Donnarumma d'une éventuelle blessure avant sa visite médicale de demain pour signer au PSG. À ce moment-là, il aurait dû le mettre sur le banc d'entrée, mais bon, assez surpris par ce choix de Mancini qui est pas forcément du genre à faire des choses sans queue ni tête comme ça. Donc bon, peut-être a-t-il ses raisons, mais j'ai trouvé ça étonnant. Peut-être une promesse de faire jouer tout le monde, je ne sais pas. Super Lio, réaction. Oui, mais je pense qu'il y a 2 réponses à ça. La première, vraiment pour impliquer tout le monde, et Sirigu fait partie du groupe depuis la prise en main de Mancini. Et la deuxième raison, je pense que Sirigu prendra sa retraite internationale à la fin du tournoi, donc autant lui donner une dernière sélection à domicile dans un match quasiment gagné à 3 minutes de la fin alors que l'équipe est déjà qualifiée. Donc je pense que c'est un beau cadeau pour une fin de carrière internationale. Admettons, effectivement, peut-être. Aristide, de qui n'as-tu pas parlé? En effet, Acerbi, ça a été mentionné, mais sa perte de balle à la 53e, ça peut nous coûter clairement le 1-0. Et je trouve ça presque impardonnable alors qu'il vient de rentrer et qu'il a que ça à faire de faire cette erreur. J'espère qu'il la reproduira pas parce que contre un adversaire d'un autre calibre, ça se paiera directement par un but. Donc à part ça, non, j'ai trouvé Emerson intéressant pour ma part. J'attends quand même le retour de Locatelli parce que Verratti, j'ai quand même de petits doutes sur sa capacité à prolonger les efforts comme il l'a fait là dans un match avec peu d'intensité finalement. Il est l'heure du mot de la fin de Super Lio. Oui, le mot de la fin, c'est toujours continuer à profiter. Alors, ce sera peut-être l'Ukraine ou l'Autriche, hein, des équipes abordables, mais sur un match, tout est possible. Hein. J'aimerais citer le match de la Hongrie hier, hein, entraîné par un Italien, Marco Rossi, qui a su faire déjouer l'équipe de France, proposer un défi physique et répondre à la différence entre les deux équipes par un engagement et une tactique très, très complète sur ce match. Donc bravo aux Hongrois pour ce match qui était amplement mérité. Et qui ont offert le but parce que la Hongrie pouvait gagner ce match, hein, il faut le dire, mais c'est vrai que l'erreur défensive sur le but de Griezmann est assez dommageable pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont montré la voie pour mettre en difficulté l'équipe de France avec une stratégie qui est aux antipodes du football proposé par Mancini. Alors encore une fois, rencontrer l'équipe de France signifierait pour l'Italie qu'elle s'est qualifiée pour les demi, qu'elle a donc réussi son euro, dépassé ses objectifs, hein, mais comme tous les jours on me rappelle que la France est très supérieure à l'Italie, ce que j'admets bien volontiers, je le dis à chaque fois ici d'ailleurs, j'affirme juste que la seule micro-chance que nous pourrions avoir si nous les rencontrions un jour, eh bien ce serait de jouer comme la Hongrie, parce que je pense que le football de Mancini c'est tout ce que Deschamps adore contrer, et je pense que cette nationale, et si surprenante soit-elle, n'est pas prête encore pour ce genre de match en tant que supporter, bien sûr, j'espère me tromper, mais j'essaye d'être un peu réaliste. Roland, mot de la fin. Je fais un peu la suite de vos discussions et aussi de ce qui a pu être dit dans l'émission d'avant-match, d'avant Italie-Pays de Galles, sur ces critiques, entre guillemets, vis-à-vis de l'Italie et du fait qu'elle n'a affronté aucune grosse équipe. Semble-t-il. Il y a encore eu 10 minutes là-dessus avant le match sur beIN Sport. Et quand je regarde un peu les résultats depuis le début de l'Euro, parce que vous savez, j'ai un petit calendrier papier chez moi où je marque les scores comme quand j'étais gamin. C'est mon petit plaisir de compétition internationale. On a tous vécu ça, je crois. Je le fais toujours, je perpétue. Ça me plaît bien, comme c'est mieux sur papier que regarder toujours sur le téléphone. Mais je vois par exemple Espagne-Pologne, un partout, Hongrie-France, un partout.
Angleterre-Écosse, 0-0, dans un match qui était, comment dire, que Nullissime moi pour les Anglais, ouais. que j'ai adoré finalement comme match, alors que c'était vraiment un football assez mauvais de part et Non, mais d'autre. oui, c'est ça, t'es d'accord avec moi que les Anglais ont été très décevants, c'est juste ça que je voulais dire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais en plus, ce match avec les deux hymnes sifflés avant la rencontre, sous la pluie à Wembley, enfin, c'est assez épique. On peut avoir par exemple Croatie-République tchèque, un partout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Angleterre-Croatie, un partout. Donc finalement, les grosses nations dont on nous parle tout le temps, elles ont eu des difficultés. Je crois aussi que l'Espagne, voilà, l'Espagne-Suède 0-0. Toutes les soi-disant grosses nations ont eu des difficultés, y compris face à des adversaires réputés plus faibles. Et finalement, l'Italie, c'est pour l'instant la seule qui s'est montrée capable de battre ses adversaires plus faibles. Enfin, paraît-il plus faible, parce que c'est vrai que quand on voit la Turquie, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'elle coule comme ça. Elle a encore perdu aujourd'hui contre la Suisse. Mais voilà, tout simplement pour dire que certes, l'Italie n'a peut-être pas joué de très grosses nations lors de sa série d'invincibilité, mais en attendant, elle a fait le plein de points au premier tour, ce qu'aucune autre équipe n'a fait pour le moment. Donc prenons ce positif-là. On le répète assez souvent ici, mais on vient de loin quand même, en tant que supporter de la nationale et avec l'époque Ventura, etc. Donc profitons-en et espérons que ça dure le plus longtemps possible pour notre équipe. Tu parlais de l'Écosse, c'est vrai que l'hymne national écossais Flowers of Scotland est vraiment exceptionnel. C'est une Ah tuerie ouais, cet hymne, que ce soit en rugby ou au foot. J'adore les hymnes en général, hein, mais alors l'hymne écossais c'est juste quelque chose. Mais Soupalio veut réagir depuis 5 minutes, vas-y. Non, alors c'était par rapport à l'équipe de France. Le meilleur moyen d'affronter l'équipe de France, c'est justement de refuser le jeu. Hein. Les équipes qui refusaient de jouer, proposaient un bloc assez bas contre la France, s'en sont plutôt bien Mais sortis et l'Italie en est-elle méfiants. capable encore en 2021? Ça sera l'une des clés si on rencontre l'équipe de France. J'ai pas encore la réponse. J'espère que oui, secrètement, mais on verra bien. Et deuxième chose que je voulais rajouter, l'Autriche et l'Ukraine sont inférieurs sur le papier, mais on risque d'avoir un bloc très bas qui cherche à mettre des contres. Et n'oublions pas que si on tombe contre l'Ukraine, Shevchenko connaît bien le foot italien. Et il faudra pas laisser au deuxième poteau un attaquant ukrainien comme ce fut le cas avec Bale ce soir. Aristide n'a pas encore donné son mot de la fin. Pour le mot de la fin, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Roland. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu les médias français parler des Italiens et de leur série d'invincibilité, de leur jeu, etc. Je vous avoue que moi aussi, ça m'érisse un peu les poils de temps en temps, parce que quand j'entends des choses comme bon, l'Italie n'a affronté aucune grande nation pendant ses 30 matchs. Bon, les Pays-Bas, je pense que ça montre aux gens. Enfin, les Pays-Bas, c'est quand même une très grande nation du football. Deux fois un avec mois une d'intervalle. victoire et un match nul, exactement. Et voilà, c'est une grande nation. Ils l'ont encore montré à ce début d'Euro où ils font quand même un beau parcours, avec 2 victoires, je crois. Non. Et puis c'est pareil, quand j'entends oui, l'Italie c'est une équipe, ils ont pas d'individualité de star. Ça, c'est un truc que j'entends depuis trois journées, pendant les 3 Les matchs j'ai Grecs entendu non ça. plus en 2004. Oui, enfin, moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça, excusez-moi, mais Chiellini, Bonucci, sur les 10 dernières années en tant que défenseurs centraux, il y en a pas 10 des meilleurs. Hein. Il n'y en a pas 10 des meilleurs en termes de longévité, de régularité puis de performance. Faut le toucher, Chiellini, hein, sur ça. À part Ramos et Certes, peut-être mais deux, leur trois carrière est autres. peut-être plus derrière eux, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Ouais, je suis pas. Ça reste comme si Ramos avait fait l'Euro. Je suis pas certain que les journalistes français auraient dit l'Espagne, Ramos n'est pas une star, quoi. J'en suis pas certain. C'est juste qu'effectivement, il a pas de gel, Chiellini, donc il a pas la belle coupe, il a pas la belle gueule. Mais ça, pour moi, c'est une star. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de ces 10 dernières années. Enfin, dans le top 5, 10. Donc pour moi, c'est une star. Bonucci, c'est pas un mauvais joueur. Verratti. Bon, il joue quand même dans une équipe qui fait des beaux parcours ces dernières saisons. Insigne, c'est pas, voilà, c'est quand même alors c'est pas, effectivement, c'est Vos pas, on est camarades, d'accord, sauf hein, le c'est pas Jorginho Ronaldo. qui vient d'être champion d'Europe. Oui, alors effectivement, Jorginho, c'est pareil. C'est vrai qu'il a été champion d'Europe parce que c'est cette année, c'est son année, il a été très bon. Et effectivement, est-ce que ça a été encore une star ces 5 dernières années? J'en suis pas certain. Je serais encore peut-être moins dithyrambique sur Jorginho, même si c'est vrai qu'il s'impose de plus en plus comme une référence au milieu de terrain. Mais voilà, rien que Chiellini, Bonucci, Verratti, Insigne, alors il nous en faut pas 100 000, mais je pense qu'on a quand même quelques stars, quoi. Enfin, de là à dire que c'est juste une équipe qui tourne bien sans stars, sans bons joueurs, enfin sans joueurs, j'ai envie de dire à gros potentiel, c'est pas l'Ukraine ou le Danemark non plus, quoi.
en sachant que Barella est loin d'avoir montré dans cet Euro En tout ce qu'il plus. était capable de faire. Parce que pour l'instant, En Barella, plus. je trouve, comme ça, épisodiquement, on montre qu'il est talentueux, mais enfin, c'est pas le grand Barella, hein, donc j'espère le voir. Et Chiesa, à mon avis, s'il joue plus, pourrait briser quelques défenses. Messieurs, l'Italie jouera son 8e samedi à 21h, sans doute face à l'Autriche ou à l'Ukraine, Soupalio le rappelait tout à l'heure. Mais nous nous retrouverons jeudi ou vendredi pour l'avant-match. D'ici là, bonne semaine, salut! Ciao. Ciao.